dos, tres, cuatro, clap. Bon, bienvenue dans cette nouvelle session du sursaut hiver, session du Nouvel An. On est trop content de vous accueillir pour ça. Le programme, c'était le temps, mais ce que j'ai fait n'a pas trop de rapport avec le temps directement. Il a plus rapport avec la première partie de l'intitulé, qui est l'anthropologie anarchiste, en particulier l'anthropologie proposée par David Graeber. Mais il se trouve que la question de la fin du temps, comme il y avait écrit dans le titre, elle est très liée à comment les anthropologues comme David Graeber comprennent le rapport entre les diverses sociétés et comment ils comprennent la structuration d'une société de façon à ce qu'elle soit le plus égalitaire possible, de façon à ce qu'elle soit le mieux organisée possible. Pourquoi ? Parce que la question du temps, elle est très vaste, on ne va pas l'aborder, mais celle de sa fin, elle est un peu plus simple à comprendre. L'idée que le temps a une fin signifie qu'en gros, soit ce qui se passe dans le cours des affaires humaines un jour va finir, bon, ça c'est assez banal, ordinaire, premier niveau, soit ça signifie que ce qui se passe dans le cours des affaires humaines est orienté vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une forme, c'est-à-dire une manière d'être qui serait ou bien la meilleure ou bien la pire, en tout cas une manière d'être à venir qui est contenue dans le temps au présent et qui est en train de germer lentement comme une fleur ou comme un végétal. Cette idée-là, c'est l'idée de la téléologie, c'est-à-dire le discours sur les fins, sur la fin en cours, à l'œuvre dans le temps. Alors, quand je dis la fin des temps, ça veut dire quoi ? Bon, ça veut dire, en gros, critiquer ça, c'est-à-dire penser au-delà ou hors du cadre du temps figé, structuré selon cette finalité. La fin des temps, ça veut juste dire critiquer, en fait, en demi-mot, l'évolutionnisme. Qu'est-ce que c'est que l'évolutionnisme ? L'idée que les sociétés se développent selon une ligne de développement univoque, la même ligne de développement, celle du progrès, et que les autres sociétés, amazoniennes, australiennes, celles d'Afrique, sont sur une échelle de temps comparable à nos sociétés, et que si elles ne sont pas aussi développées, c'est qu'elles le sont moins, c'est qu'elles doivent nous rattraper, c'est qu'elles sont arriérées. Bref, elles sont toutes organisées les unes par rapport aux autres dans une ligne du temps avec une fin qui est celle, en gros, de la démocratie libérale, occidentale et capitaliste. Or, les anthropologues anarchistes, ce qu'ils montrent, c'est que non seulement il faut relativiser cette ligne du temps homogène, continu, orientée, mais en plus, il n'est pas du tout sûr que le modèle que nous on propose pour la société soit vraiment le meilleur, soit vraiment celui qui est désirable et vers lequel il faut tendre. Premièrement. Deuxième élément de l'anthropologie anarchiste, elle consiste à montrer que, en fait, les valeurs mêmes qui alimentent ce que l'Occident appelle le progrès, le progressisme, ces valeurs-là, en réalité, ne sont pas des valeurs constituées pleinement et intégralement, uniquement depuis l'Occident, comme si l'Occident était une espèce d'essence ou d'organisme vivant autonome qui serait en rapport avec d'autres organismes à côté qui se développeraient mal ou moins bien. L'Occident, ces idéaux libéraux, ces idées libérales, celles qui ont alimenté les Lumières, pour un auteur comme David Graeber, elles viennent, ces idées, autant de l'intérieur de l'Occident que de discussions avec les peuples originaires d'Amérique. À partir de la découverte de l'Amérique en 492, en réalité, il y a eu tellement de communication entre ces peuples, d'observations, de discussions, qu'on s'est rendu compte que des gens vivaient d'une manière tellement radicalement différente en Amérique. Donc ça vient à la fois de discussions d'autres continents avec d'autres gens, et même David Graeber soutient, dans un petit livre très chouette que je vous conseille d'aller lire, il soutient, j'ai pas mis l'image ici, désolé, il soutient que la plupart des idéaux des Lumières occidentales viennent de discussions entre des pirates à Madagascar et des commerçants. Qu'en gros, les pirates de Madagascar qui en apparence semblent vivre de manière extrêmement despotique, avec un tyran, de manière extrêmement sanguinaire,
avec des exécutions sommaires. Donc on imagine toujours extrêmement hiérarchisé, violent, agressif. En réalité, historiquement, anthropologiquement, les pirates naissent de mutineries dans le cadre de bateaux soit de commerce, soit militaires des États occidentaux en général, ou des États d'Asie du Sud-Est. Ils naissent de mutineries à l'intérieur de ces États. Et pourquoi ils se mutinent? Parce que justement, ils se dressent contre le pouvoir autoritaire du capitaine et la hiérarchisation qui est mise en place sur le bateau. Les corsaires, par exemple, ce sont des bateaux qu'on embauche pour pouvoir faire des missions particulières depuis les États. Généralement, ne supportaient pas l'état de hiérarchisation qu'impliquait la structure du bateau, de sa gestion. Et du coup, bon, ça déclenchait des mutineries. Sauf que les mutineries sont punies de mort. Donc quand on se mutine, globalement, c'est qu'on a accepté de mourir. Or, si on refuse de simplement mourir et de se faire exécuter, qu'est-ce qu'on fait? On devient un rogue boat, on devient pirate. Or, du coup, les pirates, dans leur structuration sociale, ils n'ont pas reproduit le modèle qui, justement, était celui qu'ils rejetaient, celui de la hiérarchie d'État. Quand on regarde comment fonctionnaient les pirates, ils fonctionnaient de manière démocratique, c'est-à-dire qu'ils élisaient leur capitaine, ils échangeaient de manière ils répartissaient de manière égalitaire leur butin, parce que, tout simplement, de manière pragmatique, ne pas faire ça, c'est ou bien retomber dans l'ancien abus de l'État autoritaire des corsaires, et donc, en fait, retrouver ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on avait décidé d'exclure, ou bien, si on distribuait mal les richesses, ce n'était pas de manière égalitaire, c'était susceptible de troubles, quoi. Et étant donné qu'il n'y a pas vraiment de chef, et qu'il est élu, ce n'est pas l'intérêt du chef ou du capitaine de devenir un despote. Bref, donc pour des auteurs anarchistes, déjà, en tout cas ceux proches de David Graeber ou comme David Graeber, les sources, l'origine de la plupart d'un certain nombre de valeurs d'égalité, de consensualisme dans la discussion, d'organisation en gros horizontale et non pas verticale, la plupart de ce type d'idées se développent non pas du dedans seulement de l'Occident, mais aussi par des dialogues et des conversations perpétuelles avec les populations autochtones, par exemple les Hurons, qu'on appelle Wendat aujourd'hui en Amérique, ou les pirates, carrément, dans les îles de Madagascar, autour de Sainte-Marie. Bon. Ça, c'est pour vous dire un peu pourquoi, dans quel contexte on va parler de cette fin de la fin des temps, et puis surtout, de quoi on va parler exactement en tant qu'on parle d'une anthropologie qui est anarchiste. C'est bizarre, une anthropologie anarchiste, parce que c'est une anthropologie qui ne prend pas le point de vue du pouvoir de l'État. Et à partir du moment où il ne prend pas ce point de vue, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le point de vue de l'État pour comprendre ce qu'il voit, il cesse de voir dans ce qu'il voit des proto-États, des moindres États, des États pas encore tout à fait États, ou des États ou des sociétés sans État, sans écriture. Bref, si on cesse de prendre le point de vue de l'État pour comprendre les autres peuples, on arrête de regarder les autres peuples, les autres structures sociales, comme étant en manque d'État, ou comme étant pris dans l'horizon de l'État, mais encore de manière incoative. Il y a une belle expression d'un anthropologue qui est lui aussi anarchiste, même s'il ne s'est jamais revendiqué comme tel, Pierre Clastres, qui dit que pour les évolutionnistes, c'est-à-dire ceux qui prennent le point de vue de l'État et qui pensent que tous ces peuples sont des peuples sous-évolués parce qu'ils ne sont pas encore des peuples étatisés, ces gens-là pensent que les sociétés primitives ou les sociétés indigènes sont des sociétés axolotles. Et vous savez ce que c'est qu'un axolotl? C'est un petit animal qui est très étonnant parce qu'il a l'air d'un tétard. En fait, il a l'air d'un être pas fini, quoi, d'un être transitionnel. Pourtant, l'axolotl est parfaitement accompli. En réalité, c'est un animal, comme bien d'autres animaux, qui est en état stable, viable. Et la raison pour laquelle nous, on a tendance à considérer qu'il est inachevé, imparfait, c'est parce qu'il se transforme, c'est parce qu'il mute, mais aussi parce qu'il ressemble à des choses qu'on a tendance à considérer comme des états intermédiaires. Bon. Eh bien, cette idée d'avoir affaire à des sociétés axolotes, il faut s'en débarrasser lorsqu'on prend le point de vue anarchiste. Donc, anarchiste, ça ne veut pas dire un point de vue du chaos, ça ne veut pas dire un point de vue du désordre, ça ne veut pas dire un point de vue sans cohérence ni queue ni tête, comme dit le mot anarchie
qui veut dire absence de principe. Non, le point de vue anarchiste, c'est un point de vue qui veut juste simplement se débarrasser du point de vue de l'État. C'est-à-dire non pas dire qu'il n'y a pas d'État, évidemment il y a des États, c'est même le problème des anarchistes, qu'il y ait des États, mais c'est de dire plus précisément, il ne faut pas penser comme un État. Il ne faut pas penser ni voir comme verrait ou penserait un membre, un fonctionnaire ou un politique représentant d'un État. Or, beaucoup d'anthropologues, pour plein de raisons que je ne vais pas aborder, ont eu tendance à se sentir portés par leurs États et, au fond, à regarder, à parler en leur nom. Bon. De quoi on va parler là? On va parler d'abord d'anthropologie anarchiste, et puis on va parler de comment Graeber pense la possibilité de sociétés égalitaires qui se maintiennent comme étant égalitaires, qui fonctionnent sur la base de processus de consensus, c'est-à-dire de discussion collective, longue, etc. Et comment cela passe, cette idée, ce type de société, par une théorie de l'imagination. Comment Graeber considère que le contre-pouvoir peut exister non pas seulement comme une instance existante en acte ici, c'est-à-dire il y aurait le législatif et l'exécutif, le législatif régulerait le pouvoir de l'exécutif et inversement, donc il y aurait des ressorts qui s'équilibreraient, il y aurait des contre-pouvoirs, la société civile, les ONG, ce seraient des contre-pouvoirs du pouvoir de l'État, des capitalistes, les consommateurs, tout ça ce serait des ensembles d'institutions de contre-pouvoirs. Eh bien, Graeber, il veut penser le contre-pouvoir sur un autre mode, sur un mode qui est tel que la société est égalitaire et se maintient comme égalitaire, mais grâce à ce contre-pouvoir de l'imagination. On va voir ce que c'est en détail. Vous allez voir, c'est assez beau, assez étonnant, et c'est surtout très discutable. Et donc, du coup, on peut faire du débat. Alors, lumière anarchiste, vous avez peut-être pu comprendre pourquoi j'ai appelé ça comme ça. C'est parce que, je vous dis, l'hypothèse de Graeber, c'est qu'en gros, la plupart des valeurs libérales des individus matures, libres, égaux, etc., viennent globalement de ces peuples autochtones ou des pirates, enfin, bref, hors de l'Occident, même si ça aussi c'est à discuter. C'est pour ça que j'ai appelé ça les lumières anarchistes. Alors David Graeber, je vous le présente, il est né en 62, il me semble, il est mort en 2020. Il a eu beaucoup de soucis dans sa vie parce qu'il était anarchiste, pas seulement en mots, mais aussi dans les actes. C'est un des inventeurs du slogan « Nous sommes les 99%». Il a participé à Occupy Wall Street. Il a eu des problèmes, y compris pour son logement et y compris pour son poste à l'université lorsqu'il a essayé de faire l'anarchiste à l'université, enfin d'aider des étudiants en fait. D'aider des étudiants qui étaient des problèmes d'administration. Bon, il a été un peu écarté. Je ne connais pas les détails, j'aime pas le conspirationnisme, donc je ne vais pas faire d'hypothèse. Il a aussi perdu son appartement qu'il avait depuis plusieurs générations. On ne sait pas trop si c'est lié à quoi. Mais bon, voilà. C'est un peu difficile d'être un anarchiste à l'université, et c'est de ça qu'on va parler au tout début, et après on va passer à la suite. Donc, David Graeber, il a fait une thèse avec un autre anthropologue extrêmement connu, un paléoanthropologue, Marshall Salins. Il a écrit un livre qui s'appelle « Âge de pierre, âge d'abondance », dans lequel il réfutait l'idée selon laquelle, dans le temps, c'est-à-dire à l'âge de pierre, donc au paléolithique, au temps des chasseurs-cueilleurs, la vie était dure. La vie était dure parce qu'on n'avait pas beaucoup à manger, parce qu'il faisait froid, et parce que les temps étaient violents et les forces de la nature agressives. En fait, cette vision de société de subsistance qui doivent survivre et donc travailler perpétuellement, souffrir, cette vision, selon Marshall Salins, était fausse. Et sur ce point-là, il a plutôt raison. Il a réussi à calculer qu'en réalité, les chasseurs-cueilleurs travaillaient équivalent de 4 mois par an. 4 mois par an. Imaginez par rapport à nous. Donc, ils travaillaient 4 mois par an, ils avaient de quoi vivre, et donc tout le reste du temps, ils se livraient à quoi? On ne sait pas, mais probablement à illustrer ces magnifiques grottes ornées qui ont duré pendant 15 000 ans, ces sanctuaires profonds, ou à faire des rites, à faire des chants, à se raconter des histoires. Le mythe d'émergence, par exemple, celui qui explique pourquoi les gens vont dans les grottes. Bon, mais je n'entre pas dans les détails. Et donc, Marshall Salins, c'est quelqu'un qui était le directeur de thèse de Graeber, qui avait déjà posé cette idée que peut-être les sociétés, il y a très longtemps, au Paléolithique, donc il y a plus de 10 000 ans, 15 000, 35 000 ans, en fait le Paléolithique c'est 1 million d'années, 10 000 ans, c'est ça, moins 1 million, moins 10 000 ans en gros.
en gros, lui, il avait réfuté l'idée que voilà, c'était des sociétés très dures, très pénibles, etc. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails de la critique de Marshall Salins. Il se trouve que Marshall Salins, il a eu tort lorsqu'il a cru que les chasseurs-cueilleurs, donc ceux qui chassent et qui cueillent mais qui n'ont pas d'agriculture et qui sont généralement nomades, que ces chasseurs-cueilleurs étaient nécessairement égalitaires. Il a pensé que c'était les sociétés anarchistes par excellence, les plus égaux. En fait, on a des nouvelles données anthropologiques, paléoanthropologiques, qui nous disent que ce n'est pas le cas. Il y avait des chasseurs-cueilleurs, il y a eu des royautés de chasseurs-cueilleurs, très bizarres, des despotismes chasseurs-cueilleurs. Il y a eu, et c'est possible d'imaginer, des formes très autoritaires de chasseurs-cueilleurs. Donc il n'y a pas d'évidence d'être chasseur-cueilleur et égalitaire. Mais il a quand même mis en avant l'idée qu'il y avait une vie quand même un peu moins rigoureuse, un peu moins lourde. Et bon, bref. Et donc il a été en thèse, et il a fait sa thèse à Madagascar, dans laquelle il s'est occupé de la magie et de l'esclavage à Madagascar. Il s'est occupé d'une région de Madagascar qui est au centre de Madagascar, qui s'appelle les Hautes-Terres, enfin de la population Mérina. Et bon, c'est un livre intéressant, je vous le conseille, mais on ne va pas en parler. Il est connu pour plein de livres. Là, j'en ai mis quelques-uns. Lui, c'est plus ou moins un des premiers édités. La fausse monnaie de nos rêves vers une théorie anthropologique de la valeur. C'est un texte qui consiste à étudier la question de la valeur, qui est très importante pour le capitalisme, parce que le capitalisme est fondé sur la notion de valeur et surtout sur la notion d'extraction de survaleur, c'est-à-dire l'idée qu'il faut générer un surprofit sur le travail des gens, et cela, on le fait comment ? On le fait en ne payant pas totalement le travail exercé, le travail fait par les gens. Si vous travaillez 10 heures, en réalité, on vous paye 5 heures. Et le capitaliste prend 5 heures de votre temps qui est gratuit. Et ça, vous ne le savez pas, parce que vous avez un contrat de travail, parce que vous avez accepté plein de choses. Bon, ça, c'est une analyse minimale de Marx, mais je ne veux pas parler de ça très longtemps. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie la question de la valeur. C'est quoi une valeur ? C'est quoi la monnaie ? C'est quoi les échanges commerciaux, mais aussi les échanges symboliques ? Mais d'un point de vue anthropologique, pas d'un point de vue économique. Donc il ne se demande pas c'est quoi le meilleur système économique. Il se dit qu'est-ce qu'il y a eu dans le temps, l'espace, dans les différentes cultures, dans les différents peuples, comment on s'échangeait des bijoux, des coquillages, comment la monnaie existait, mais elle était vraiment isolée de tous les rapports. Tout ne pouvait pas s'échanger avec la monnaie. C'est-à-dire il y a certains objets qu'on ne pouvait pas acheter, on ne pouvait pas échanger. Bon bref, un livre très important, un des premiers édités. Et le dernier, juste avant sa mort, qui a été édité après sa mort, mais qui a été fini juste avant, avec son ami David Boingro, Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, 2021. Je vous le conseille, c'est 1000 pages, donc c'est un gros bouquin, mais je vous le conseille si vous voulez avoir absolument un regard à la fois vaste, ample, sur un grand nombre de nouvelles données en anthropologie, pour réactualiser notre savoir là-dessus, mais aussi des hypothèses rafraîchissantes, légères, qui ouvrent l'esprit et la possibilité d'interpréter les choses, parce qu'ils vont avoir tendance continuellement à montrer que ce qu'on croyait être relié de manière nécessaire, comme par exemple sédentarité, le fait de s'installer quelque part, et agriculture, ce n'est pas tout à fait lié. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de nécessité entre les deux. Nous, on pense sédentarité, agriculture, village, exploitation, division du travail, État, etc. Et on pense de manière un peu mécanique, un peu marxiste, où on enchaîne les choses les unes dans les autres qui s'auto-impliquent. Or, du point de vue anarchiste, en fait, on se rend compte, quand on observe la multiplicité des choses, qu'on ne peut plus faire des schémas aussi mécaniques d'enchaînement de choses. Par exemple, pendant 1000 ans, il y a eu les Natoufiens, et les Natoufiens, ils ont été sédentaires, ils ont fait des villages, mais ils ne faisaient pas d'agriculture. 1000 ans, c'est la moitié de notre temps occidental, enfin même plus, du temps chrétien. Donc pendant 1000 ans, des gens, même peut-être plus, étaient sédentarisés, avaient des villages, mais n'avaient pas d'agriculture, donc ils continuaient à faire de la chasse et de la cueillette et de la pêche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité intrinsèque au mouvement et au cours des enchaînements historiques. Et c'est ça le regard rafraîchissant que nous apporte Graeber. Bien sûr, il y a d'autres questions à poser, qui est
comment on en est arrivé à ce que ce soit si bloqué, si intriqué, agriculture, système économique, etc., etc. Au milieu, je vous ai mis pour une anthropologie anarchiste, alors je ne sais plus si c'est 2004 ou 2009, je crois que 2009 c'est la traduction et 2004 c'est la version originale, qui est un manifeste très court que je vous conseille parce qu'il est vraiment court, il est assez rigolo et super simple à lire. Il fait même pas 100 pages, même pas, et des petites pages. Et dedans, il pose les jalons hypothétiques de ce que pourrait être une anthropologie anarchiste, une théorie de l'anthropologie du point de vue anarchiste, qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore été élaborée, dont il aimerait bien que ça ait lieu. Eh bien, nous, on va essayer de parler de ça tout à l'heure. Bon, là, je vous présente d'autres livres qu'il a écrits, certains qui ne sont pas traduits. Direct Action. Alors ça, c'est assez rigolo anecdotiquement. Je pense que c'est Direct Action, une ethnographie. Il a été, en gros, suspendu de ses cours à l'université aux États-Unis, il me semble, je ne sais plus exactement où. Il a été suspendu pendant 1 an. Du coup, il a décidé de prendre une année sabbatique pour faire de l'anthropologie, mais vraiment anarchiste, puisqu'il a étudié les mouvements autonomes, anarchistes de son temps, quoi, autour de Occupy Wall Street, etc. Et en gros, l'action directe, il en a pondu un livre énorme. Dave Graeber est quelqu'un qui a écrit des livres énormes, extrêmement longs. C'est un graphomane. Voilà. On Kings, c'est un livre qu'il a écrit avec son directeur de thèse, et Marshall Chalins, qui est un livre pas traduit, mais génial, qui parle de la royauté et qui aborde anthropologiquement le problème de la souveraineté. C'est quoi un souverain? Comment ça marche? Et surtout, quel est ce mystère? C'est-à-dire, comment ça se fait que dans des sociétés qui sont généralement plutôt égalitaires, qui refusent plutôt les chefs, qui les excluent, qui sont fondées plutôt sur le consensus, comment se crée lentement le fait qu'un individu arrive à capter le pouvoir social, à l'incarner et à fonder après une police pour se protéger, puis après une sorte de proto-État autoritaire. Comment ça se fait que des phénomènes autoritaires se produisent, apparaissent? Et ce livre, il est absolument passionnant, il relativise complètement Hobbes et plein de choses. Il a une hypothèse que je ne vais pas développer sur le sacré et sur le divin. Et en fait, il y a une différence entre les royautés divines et les royautés sacrées, et les processus de sacralisation et de divinisation font que dans une espèce de mouvement de va-et-vient, un individu est d'abord isolé du groupe parce qu'il est considéré comme ayant un rapport au cosmos, aux forces de la pluie, de la croissance, de la végétation. Bref, en tant qu'il est divinisé, il a un rapport avec les forces qui permettent la croissance de la communauté. Donc on va le voir quand il n'y a pas de pluie, on va le voir quand l'agriculture ne se développe pas assez bien. Mais en même temps, du coup, il obtient un statut un peu ambigu. C'est celui aussi qu'on va tuer si la pluie ne vient pas. C'est celui qu'on va agresser si ça commence à faire un bon bout de temps que la société ne croit plus. Et donc il a un statut particulier entre reconnaissance et peur. Et généralement, il a une espèce d'autonomie supérieure par rapport aux autres individus. Il peut faire des choses que d'habitude on n'accepte pas. Dans les cas les plus extrêmes, on a des rois qui peuvent carrément tuer leurs sujets comme ça dans la rue, ils n'en disent rien. Bon, mais c'est les cas les plus extrêmes. Et du coup, on met en place, parallèlement à cette divinisation d'un individu particulier, des processus de sacralisation. Sacrer, ça veut dire séparer, mettre à distance, rendre intouchable. Ces processus de sacralisation, qui sont ritualisés, servent principalement à contrôler, à contrôler le pouvoir de celui qui les possède. En fait, quelqu'un qu'on a sacralisé, on le contraint. On contraint sa puissance parce qu'il doit obéir à un certain protocole, parce qu'il y a un certain nombre de rites. Et c'est une technique qui permet à la fois de le mettre à distance et de le contrôler. Et donc, dans cet agencement de sacralisation et de divinisation, il se trouve que se produisent, s'autonomisent parfois des formes qui commencent à être celles des États autoritaires et hiérarchiques. Mais je ne vais pas en parler plus que ça. Bon, il a écrit un livre sur la dette, je vous laisse le lire, et surtout, il a été très connu pour ce livre, le Bullshit Job, dans lequel il explique que la plupart des métiers qu'on fait, mais vraiment un grand pourcentage des métiers qu'on fait, ne servent à rien. À rien. À rien. C'est-à-dire des métiers... L'exemple caricatural qui me fait plaisir, c'est un type qui s'appelle Joaquín Garcia, à Cadiz, il me semble, ou je ne sais plus où, en Espagne, qui, pendant 6 ans,
il a été payé à rien faire, mais littéralement, c'est-à-dire, en fait, personne ne lui avait jamais rien donné à faire, donc il recevait son salaire. Au début, il venait, mais on lui donnait rien à faire, il demandait qu'on lui donne des trucs, on lui donnait rien à faire. Donc au début, il venait, il décidait de plus venir, et quand on l'a repéré, trouvé, on lui a dit, mais vous avez fait quoi pendant 6 ans? Et il a dit, j'ai lu Spinoza, j'ai étudié Spinoza. C'est génial. Et en même temps, bon, ça montre aussi que parfois on a des jobs, et genre, le poste existe, il y a un salaire pour ce poste, mais il y a rien, quoi. Et ça, c'est l'exemple caricatural, mais parfois on nous fait faire des faux trucs de souris dans des laboratoires. Enfin bref. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du manifeste pour une anthropologie anarchiste. D'ailleurs, en gros, à quoi il appelle c'est quoi ce point de vue anarchiste sur les sociétés et donc sur le temps, sur sa structure, sur les évolutions des choses? Alors, déjà, je veux juste... vous n'êtes pas obligé de lire tout ça parce que j'ai mis beaucoup de citations. Vous voyez rien en plus. Bon. Alors, j'ai mis beaucoup de citations. Là, c'est simplement une citation où Graeber dit que son texte, là, pour une anthropologie anarchiste, c'est juste des petites pensées, des ébauches, des esquisses, parce que il n'y a pas encore de théorie. Je veux dire, on est vraiment à l'aube du truc, là. Si vous voulez demain faire une théorie de l'anthropologie anarchiste, allez-y, les gars. Genre, elle n'existe pas en tant que telle. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est des petites, voilà, c'est des petites pensées. Et donc, c'est pour ça que c'est pas si systématique, qu'il y a plein de choses à redire et que c'est stimulant à lire. Ok. La première chose qu'il va nous dire Graeber, c'est que, et c'est un peu bizarre, mais c'est que l'anarchisme, c'est une idée. Qu'est-ce que ça veut dire que l'anarchisme est une idée? Ça veut dire que c'est d'abord une sorte de projet. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on veut faire ensemble, une société anarchiste. Ce n'est pas un état de fait absolu, il faut organiser une société anarchiste. Bon. Et il dit que ce projet, on peut le résumer comme ça, consiste à créer des institutions d'une nouvelle société au sein de l'ancienne société, la nôtre, afin de révéler, de subvertir et de fragiliser les structures de domination, mais, et c'est ça l'important, c'est ça qui fait que ce n'est pas des marxistes, mais en procédant toujours de façon démocratique pour démontrer que ces structures ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le processus par lequel on transforme la société est un processus qui est déjà égalitaire et qui est déjà consensualiste, qui est déjà la réalisation de la société idéale, même si c'est en mouvement, même si c'est en transformation et même si c'est difficile. Autrement dit, on ne sacrifie pas le chemin pour la fin suprême. Le chemin est déjà la fin qui se réalise ici et maintenant. Donc, dans les groupements anarchistes, on doit vivre de manière non autoritaire, quoi, en gros. Alors, ce qu'il propose aussi, c'est que cette théorie anarchiste de l'anthropologie ne doit pas être une théorie d'un seul homme, d'un type avec sa magistralité, maître de conférence. Ce n'est pas la théorie de Marx et Engels, quoi. Ça ne sort pas de la tête d'un doctorant. Ça doit être plutôt une micro-théorie plutôt qu'une grande théorie. C'est-à-dire une théorie qui se recompose sans cesse dans des discussions et qui correspond au niveau de la théorie à la forme sociale de conversation perpétuelle, de démocratie qui est attendue par David Graeber et ses amis. Autrement dit, au niveau de la théorie, il se passe la même chose qu'au niveau de la pratique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas Marx qui reçoit de l'argent de Engels pour écrire son gros capital, sa grande théorie bien cohérente, avec tous ses problèmes dans ses discussions, etc. Et ensuite, des gens qui vont au nom de Marx plus tard, construire des partis, des organisations. On n'a pas cette logique-là. En fait, on ne désire pas cette logique. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un livre, mais il y a un foisonnement d'ouvrages. Il n'y a pas une thèse, il y a un foisonnement de thèses, et c'est lié à ce que je veux dire maintenant, à l'idée que, cette théorie, elle est constituée dans la conversation, et que le but n'est pas de réfuter les autres, mais de rendre coexistants des pensées, des positions qui sont pourtant incommensurables. Je vais vous lire ce passage, puisque je pense que vous ne pouvez pas le lire du tout. Dans le processus de consensus, c'est-à-dire on essaye d'obtenir au maximum l'adhésion de tous par des discussions longues où on a le temps de les prendre, ces discussions, dans le processus de consensus,
tout le monde s'entend dès le départ sur certains grands principes et sur les raisons d'être du groupe. Au-delà de ces principes, il va de soi que personne ne convertira jamais complètement une autre personne à son point de vue, et ne devrait probablement pas tenter de le faire, et que la discussion doit donc porter sur des questions concrètes liées aux actions et sur l'élaboration d'un plan que tous considéreront comme acceptable et qui ne violera le principe de personne. Alors, premièrement, premier bout de la citation, l'idée est que lorsqu'on débat théoriquement, le but n'est pas de vaincre, parce que la logique veut que dans la discussion, en réalité, on fait des clashs de réfutation. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas si on veut constituer une théorie anarchique. Pour faire une théorie anarchiste, il faut se comporter en anarchiste, et pour cela, il faut minimalement passer de la logique de la réfutation à une autre logique. Premièrement. Deuxièmement, il dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est plus les actions concrètes et les plans dans des moments déterminés. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est plus intéressant, c'est de discuter, bon, qu'est-ce qu'on fait là, ici, maintenant? La question, ce n'est pas tellement, est-ce que le prolétariat est la classe à part entière du mouvement historique, quoi, le moteur de l'histoire? Ça, c'est une question théorique. C'est une question dont on s'en fout quand on est un anarchiste. On peut en discuter 1000 ans, mais mon but n'est pas de réfuter celui qui le pense. Ça change rien. La question qu'on se pose, c'est plus est-ce que là, on va rejoindre le mouvement des paysans à droite à gauche? Est-ce que là, on va faire telle manifestation? Est-ce que là, on va faire tel truc d'affiche? Enfin bref, c'est le jeu auquel on jouait hier, le jeu Antifa. Bon, bref. Bon, premier élément. Je continue de lire la citation. On pourrait voir un parallèle ici, une série de perspectives diverses unies par un désir partagé de comprendre la condition humaine et de la faire avancer dans la direction d'une plus grande liberté. Plutôt que de reposer sur le besoin de prouver que les hypothèses fondamentales des autres sont erronées, cette approche cherche à faire émerger des projets spécifiques qui se renforcent mutuellement. Ce n'est pas parce que des théories sont incommensurables à certains égards qu'elles ne peuvent coexister ou même se renforcer mutuellement. Pas plus que le fait que des individus aient des conceptions du monde uniques et incommensurables ne signifie qu'ils ne peuvent devenir amis ou amoureux ou travailler à des projets communs. Bref, donc c'est une sorte de thérapie, quoi, de groupe, l'hypothèse anarchiste, c'est-à-dire l'idée de faire coexister des théories contradictoires, incommensurables, et donc de les traiter plus comme des valeurs expressives que comme des fondements nécessaires à l'action. L'action ne se pense pas sur le même plan que la grande théorie. On m'appelle. Tant pis. Voilà. Bon, je vais assez vite. Quels sont les deux postulats, c'est-à-dire les deux idées qu'on doit présupposer pour pouvoir faire fonctionner correctement cette espèce d'anarchisme théorique qui est en même temps un anarchisme pratique, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vraiment faire une théorie anarchiste sans se comporter scientifiquement en anarchiste dans la pratique de la discussion. Donc quels sont les deux postulats sur la base desquels Graeber veut fonder cette théorie? Le premier, c'est qu'il faut être optimiste et refuser la forme pessimiste de lecture du réel. Il y a un impératif optimiste qu'il défend plus ou moins bien. Moi, je trouve qu'il ne le défend pas si bien que ça, l'impérativité d'optimisme. Mais ça veut dire qu'au fond, justement, le but d'un anarchiste, c'est de libérer la possibilité d'imaginer d'autres manières de vivre, mais de la libérer des barrières psychologiques, mais aussi politiques et idéologiques. Et donc, on ne peut pas faire ça si on n'est pas optimiste, et on ne peut pas faire ça si on n'a pas un degré d'utopisme. En gros, il faut pouvoir penser des utopies qui ne soient pas juste, comme dirait Foucault, des projections déformées de la société actuelle qui reproduiraient toutes les formes de domination de manière inversée ou de manière trouble ou falsifiée. Parce qu'il y a plus ou moins deux camps sur l'utopie. Il y en a plein des camps. Mais un des camps dirait sur l'utopie, une utopie n'est jamais que l'expression imaginaire, le voile des circonstances actuelles qui n'est pas assez bien critiquée. Et donc, quand on essaie de la réaliser, on fait un cauchemar. Et puis, il y a ceux qui disent « Non, que dalle ! En fait, on vit dans un monde globalement régi par des gens qui n'ont aucune imagination, mais vraiment aucune imagination, incapables de voir qu'il y a des possibilités autres, bornées, bloqués en fait sur un certain nombre de choses qui parfois recoupent le pouvoir, c'est-à-dire ils ont du pouvoir donc ils bloquent l'imagination, la possibilité, mais parfois même pas. Et donc en gros, il y a deux camps, et Graeber il est clairement du camp de il faut mettre l'imagination en branle,
il faut être optimiste et construire et penser du point de vue des utopies. Et en même temps, il faut rejeter les avant-gardes. C'est-à-dire qu'il faut rejeter l'idée qu'il y a un groupe de gens dans le monde, là, dans notre société, qui auraient mieux compris que les autres comment la société devrait être, qui auraient la meilleure théorie, la plus avancée et à la mode, et qu'il faudrait en gros les suivre, les écouter, à la limite leur obéir. Donc rejeter en fait d'un certain point de vue la limitation pessimiste des possibles et rejeter d'un autre côté la cellule avant-gardiste, c'est-à-dire rejeter ceux qui savent un peu mieux que les autres et qu'il faut suivre. Non, on verra bien. En conversant, peut-être les gens diront « Ah, mais toi, tu as peut-être un peu plus raison. » Mais il n'y a pas d'avant-garde. Il ne faut pas faire de l'anarchisme une avant-garde. Alors, l'argument que donne Graeber à propos d'un autre monde est possible, c'est-à-dire le postulat de l'optimisme, c'est un argument qui lui permet qui fonde sur une espèce de raisonnement qui ne me paraît pas tout à fait cohérent, mais qui est, puisqu'on ne peut savoir qu'un monde radicalement meilleur est impossible, on ne peut pas savoir qu'il est vraiment impossible de vivre autrement, alors ce serait une sorte de crime ou de renoncement idiot que de ne pas dire bah, allons-y, essayons, quoi. Comme on ne peut pas savoir a priori qu'une chose est impossible, qu'un autre monde est impossible, et qu'au contraire, on a plutôt des indices qui montrent qu'il y a déjà eu d'autres formes de société, c'est bon, on peut être optimiste. On peut être optimiste. Ce serait du gâchis, en fait, de se contenter d'un pessimisme de l'ordre des choses et de la nature humaine. Alors, généralement, quand on dit je veux être utopiste ou optimiste, il y a une objection qui vient tout de suite. On dit oui, enfin, regardez, l'utopie communiste, elle a donné l'immonde stalinisme. Alors, Graeber a dit oui, mais en même temps, regardez dans le détail, les staliniens, est-ce que c'est des utopistes? Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont guidés par l'idée d'une société meilleure? Et ce qu'il nous dit Graeber, bon, alors à sa manière, c'est-à-dire de manière très légère, très lâchée, il dit les staliniens et leurs semblables n'ont pas tué parce qu'ils avaient de grands rêves. C'est faux. En fait, les staliniens étaient plutôt reconnus pour leur manque d'imagination. Mais ils ont tué parce qu'ils prenaient leurs rêves pour des certitudes scientifiques, pour leurs pauvres rêves qu'ils considéraient comme des faits scientifiques, et non pas comme des choses labiles, transformables, imaginables. Ils considéraient par exemple que le mouvement de l'histoire qui allait amener à un homme renouvelé et aussi à une société communiste idéale, que ce mouvement historique, cette machine de l'histoire, cette locomotive, c'était un fait scientifique qui venait de la science matérialiste de l'histoire. On savait que c'était la bonne voie, on le savait. On ne l'imaginait pas comme une idée qu'on pouvait discuter ensemble, mais on le savait comme une vérité de la science. Et c'est d'ailleurs, beaucoup de marxistes se sont dressés contre cette interprétation, voilà, quasi mécaniste du mouvement de l'histoire. Cela les a amenés à croire qu'ils avaient le droit de recourir à un appareil de violence pour imposer leur vision. Les anarchistes ne proposent rien de tel. Et on va voir ce qu'ils proposent du coup. En fait, si on pense qu'on détient une vérité théorique, scientifique, qui est réelle, qui correspond vraiment à la nature des choses, alors, d'une certaine manière, on peut dire, c'est comme ça que la vérité, quand les choses marchent, donc je peux être un peu violent contre toi. Je peux te brusquer et parfois, je peux t'envoyer au goulag. Bon. Deuxième idée, pour Graeber, la deuxième idée, c'est que non seulement, en fait, la plupart des formes totalitaires sont des formes très peu imaginatives, de gens finalement assez banals et qui ne cherchent pas trop à imaginer des conditions de possibilités nouvelles, mais deuxièmement, en réalité, toutes les formes de violence systémique sont, entre autres choses, des atteintes au rôle de l'imagination comme principe politique. Alors il va falloir écouter, parce que ça met du temps à comprendre la puissance de cette idée, alors qu'elle est très banale, mais on va voir. Les formes de violence systémique sont toujours des atteintes au rôle de l'imagination comme principe politique. Et le reconnaître est la seule façon de commencer à envisager l'élimination de la violence systématique. Et on pourrait écrire des sommes entières sur les atrocités commises tout au long de l'histoire par des cyniques et autres pessimistes. On avait des discussions, par exemple, sur Céline, qui son cynisme et son réalisme pessimiste ne l'a pas rendu meilleur et lui a fait même plutôt accepter intégralement des choses en fait inacceptables, comme par exemple l'antisémitisme nazi et puis aussi le racisme. Bref.
Donc, son rejet de l'avant-garde, il a plusieurs raisons à cela. Je ne vais pas le développer parce que j'ai envie de parler de choses plus rigolotes, plus intéressantes. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, les problèmes des avant-gardes, c'est qu'ils s'en foutent des autres. Ouais, c'est ça. Ils ont l'impression d'avoir trouvé une théorie qui fonctionne et qui est la meilleure. Elle est parfois à la mode, donc les gens s'y réfèrent. Mais en fait, ils ne vont pas voir les gens. Ils ne vont pas discuter avec les gens. Vous pensez quoi? Vous croyez quoi? Ils ne vont pas faire de l'ethnographie, minimalement. Et ce que dit Graeber, il est ethnologue, il est anthropologue, il fait du terrain. En fait, ce qu'il dit, c'est refuser l'avant-garde, c'est faire une forme de science ou de discipline théorique qui, en fait, va chercher des témoignages, va vivre avec d'autres gens pour écouter. En fait, personne ne peut sortir de sa tête comme ça. Non, en fait, ce n'est pas possible d'être égaux. Juste, t'en sais rien. En fait, on n'en sait rien. Il faut aller voir ce que font les gens, et après, c'est des faits. Il y a des gens qui vivent de manière égaux et de manière assez fascinante. Par exemple, les Sarayaku, chez qui notre ami Tristan Martin est allé, Tristan me disait, ils sont impressionnants les Sarayaku, ils font des processus de consensus avec tout le village, ils arrivent à repousser des projets qui sont un peu ambigus par la discussion, il n'y a pas de chef, pas d'autorité, il n'y a que quelqu'un qu'on élit tous les ans, c'est pas renouvelable. Et il m'a dit, mais j'étais vraiment frappé, ils arrivaient à gérer toute leur société uniquement par des processus consensuels. Bon. Alors, bon, là c'est une jolie image des Kwakiutl de Colombie-Britannique au Canada. C'est un des peuples qui, pour le coup, eux, sont assez hiérarchiques, il y a une aristocratie. Ils font de très magnifiques masques, ils sont très connus pour leurs masques. Et Lévi-Strauss adorait ce peuple, mais j'ai mis cette image pour illustrer, parce que c'est beau de voir des petites choses. Maintenant, on en passe à, du coup, cette question de l'imagination. On a vu qu'une théorie anarchiste, voilà, une anthropologie anarchiste, elle repose sur un optimisme utopique qui doit libérer l'imagination des forces de la violence qui viennent la contraindre, en gros. Et ça doit refuser les avant-gardes et de mettre en place une démarche plutôt ethnographique. Ok. Alors, l'imagination, chez Graeber, elle a plein de significations différentes. Si j'avais un truc qui me permettait de voir mes slides, ça serait plus simple, mais je vais commencer par développer sa théorie du contre-pouvoir de l'imaginaire, c'est-à-dire l'idée qu'une société reste égalitaire, non pas parce que les gens sont tout gentils, tout bons, et qu'ils n'ont pas des problèmes, et qu'ils seraient sains d'esprit, mais parce qu'il y a une certaine organisation de l'imagination, de l'imaginaire, qui permet de réguler les tensions hiérarchiques sociales. On va voir quelle est cette hypothèse. Alors, je commence par... voilà. Je vais commencer par ça. Soit je vous lis la citation, soit je vous lis la citation, c'est plus simple. Dans le discours révolutionnaire typique, donc quand on veut faire la révolution, un contre-pouvoir est un ensemble d'institutions qui se situent en opposition à l'État et au capital. Cela va des communautés autonomes aux syndicats radicaux et aux milices populaires. On parle aussi parfois d'anti-pouvoir. Et lorsque de telles institutions se maintiennent face à l'État, on parle habituellement d'une situation de double pouvoir. Il y a plusieurs types de pouvoirs à l'œuvre et qui sont en conflit, et c'est ça qui régule la société. On pourrait parler de polyarchie, c'est-à-dire une multiplicité de principes de souveraineté. Polyarchie contre monarchie. Monos un, polus, pluriel, plusieurs archées. Bon. Polyarchie. Et lorsque de telles institutions se maintiennent face à l'État, on parle de double pouvoir. Selon cette définition, la majeure partie de l'histoire de l'humanité est en fait caractérisée par des situations de double pouvoir, puisque peu d'États historiques ont eu le moyen d'extirper de telles institutions. Par exemple, les institutions religieuses, souvent, se sont présentées en conflit, en opposition avec le pouvoir d'État ou le pouvoir impérial. Il y a eu parfois des fusions, mais parfois des distances. Et si vous lisez Rousseau dans le Contrat social, à la fin, sur la religion civile, il évoque la théorie des deux puissances. La puissance du pape, qui influe sur tous les pays européens catholiques, et qui, du coup, est une sorte de puissance et de contre-pouvoir à la puissance de chaque souverain, de chaque État.
Parfois, il y a des alliances, mais parfois, il y a des régulations et des conflits. Bon. Voilà. Mais les études originales de Mauss et de Clastres, donc deux anthropologues qu'on peut dire anarchistes, laissent voir quelque chose d'encore plus radical. Elles suggèrent que le contre-pouvoir, au sens le plus élémentaire tout au moins, existe aussi là où les États et les marchés ne sont même pas présents. Que dans de tels cas, plutôt que d'être incarné dans des institutions populaires qui se posent contre le pouvoir des seigneurs, des rois ou des plutocrates, il est incarné dans des institutions qui veillent à ce que ce type de personnage ne voit jamais le jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 pouvoirs, 3 pouvoirs, 4 pouvoirs actuellement présents qui seraient en conflit et qui se réguleraient les uns les autres. Le marché contre l'État, la religion, etc. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui font en sorte que ce qu'on ne veut pas, un pouvoir abusif, autoritaire, étatique, est constamment repoussé, anticipé et conjuré. C'est ce que Clastres a proposé comme schème ou comme forme de logique des sociétés sans État. Il nous disait, Clastres, qu'une société sans État n'est pas une société qui n'a pas d'État, oh la pauvre, malheureuse société, mais une société qui est constituée selon un mécanisme qui anticipe l'État et le rejette en même temps. Autrement dit, ce n'est pas qu'elle est sans État, c'est qu'elle est faite de telle sorte que sa machine sociale rejette l'État en permanence, l'empêche d'advenir, empêche l'avènement d'un chef autoritaire, d'une police, d'une bureaucratie, d'une division du travail trop explicite, tournée vers l'agriculture, et des choses comme ça. Voilà. Donc, ce à quoi il s'oppose est alors quelque chose de potentiel ou de latent, une possibilité dialectique, si vous préférez, au sein même de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un premier type de contre-pouvoir, qui est le contre-pouvoir institutionnel, et qui se bat contre des pouvoirs actuels, qui sont effectivement présents autour de nous. Équilibre et compétition dans un rapport de force effectif qui se déploie sur le même plan. Là, nous vivons, il y a des instances de pouvoir en conflit, ici et maintenant, actuellement. Or, le contre-pouvoir dont parle Graeber, celui de l'imaginaire, il implique qu'on a des institutions qui conjurent, un peu comme ce petit attrape-rêve qui est censé empêcher les mauvais rêves d'advenir. Quand vous avez un attrape-rêve et que vous dormez, c'est censé empêcher les cauchemars d'avoir lieu. Donc, on n'est pas dans un rêve dans lequel on se bat contre un cauchemar. Non, on anticipe la possibilité du cauchemar et on le repousse. C'est un petit objet sympathique ogivois, mais je trouve que ça illustre pas mal cette idée. Donc, on a un contre-pouvoir qui est conjuratoire, c'est-à-dire qui conjure la possibilité même de cet autre pouvoir autoritaire, et il ne se bat pas contre quelque chose qui existe déjà. Il se bat contre quelque chose de potentiel, de virtuel, quelque chose de latent. C'est pourquoi il appelle ça une théorie dialectique du contre-pouvoir de l'imaginaire, parce que le conflit se passe avec quelque chose qui n'est pas encore, et qui est anticipé et en même temps empêché. Voilà, ça va. Je ne sais pas si c'est un peu trop abstrait, je peux continuer. Maintenant, on va voir des exemples, parce que c'est ça qui est plus rigolo. Avant de donner un exemple, juste la grande idée de Graeber, du coup, c'est qu'il remarque dans certaines sociétés, certains groupes ethniques, certains peuples, on va voir les Piarois, on va voir les Tives, on va voir ces 2 exemples déjà. L'idée est que on trouve ce contre-pouvoir de l'imaginaire beaucoup plus présent dans les sociétés égalitaires. Pourquoi ? Parce que les sociétés égalitaires, ce n'est pas des sociétés pacifiées, ce ne sont pas des sociétés paisibles de gens calmes. Ce sont des sociétés où les contradictions de la nature humaine, ce que Graeber appelle les contradictions de la nature humaine, les tensions, les fantasmes, les désirs de domination, l'agression, ne sont pas joués socialement dans les institutions, mais joués en imagination, soit sur la scène, soit dans l'art, soit dans les contes oraux et dans les légendes qu'on se raconte. Les sociétés égalitaires qui sont ce sont en fait pas du tout des sociétés de benets qui vivent sur le bord de la plage. Les sociétés égalitaires, ce sont généralement, selon Graeber, des sociétés au contraire extrêmement et violemment déchirées de l'intérieur par de terribles tensions. Et que, en fait,
ces sociétés égalitaires sont structurées par de la violence, mais qui se jouent au niveau symbolique, tandis que, au lieu de se jouer au niveau physique, réel. Dans nos sociétés, il y a des CRS qui cassent la gueule à des gens, qui tirent flashball, qui font perdre des mains. Il y a de la violence politique. Dans nos sociétés, il y a du harcèlement au travail, etc. Dans d'autres sociétés, même s'il y a des formes désagréables à critiquer, toute cette violence ne se joue pas dans les rapports interpersonnels entre les gens, qui eux sont plutôt conversation, etc., et ni même dans les institutions. Elle se joue dans l'imagination, c'est-à-dire ce qu'on se raconte, les histoires qu'on se dit, les légendes auxquelles on croit, les théâtres qu'on joue. Et Graeber est très chouette parce qu'il va formuler ça de manière assez belle en disant que dans les sociétés les plus égalitaires, il existe en permanence une espèce de champ de bataille invisible. Un champ de bataille invisible. Et alors, dans les sociétés égalitaires, qui tendent à accorder énormément d'importance à la création et au maintien du consensus dans la communauté, cela semble souvent provoquer une formation réactionnelle également élaborée, un monde nocturne, fantomatique, peuplé de monstres, de sorciers ou d'autres créatures d'épouvante. Et ce sont les sociétés les plus pacifiques qui sont aussi les plus hantées dans leur construction imaginative du cosmos par les spectres de guerre perpétuelle. Les mondes invisibles qui les entourent sont littéralement des champs de bataille. Comme si l'effort continuel déployé pour parvenir au consensus masquait une violence interne constante, je saute la parenthèse, et que c'était précisément cela, et les chevaux de contradiction morale qui en résultent, qui étaient la source première de la créativité sociale. Ce ne sont donc pas ces principes et ces impulsions contradictoires qui sont la réalité politique ultime, mais le processus régulateur qui les médiatise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir réguler, rendre possible le processus consensuel entre les gens, c'est-à-dire le fait qu'ils discutent, qu'il n'y a pas d'autorité univoque, le fait qu'ils ne se tapent pas dessus pour imposer des visiers, des vues, et qu'ils essayent d'éviter les formes d'intimidation ou d'agression réelles, eh bien, pour pouvoir rendre possible cela, il faut qu'il y ait en même temps une fracture ou une déchirure dans l'imagination collective. En tout cas, c'est quelque chose qu'on constate. Alors même qu'on a des sociétés extrêmement égalitaires, elles fantasment des despotismes horribles, mais encore plus absolus que le capitalisme le plus effrayant. Et on va voir ça. Donc, on en est là. Voilà, en gros, la thèse générale de Graeber sur le contre-pouvoir de l'imaginaire. Et maintenant, on va l'étayer avec deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple des Piaroa, qui se trouvent le long des affluents de l'Orénoque, au Venezuela, vous voyez, ici dans cette zone-là, qui sont un peuple autochtone du Venezuela, et qui se trouve avoir été décrit par cet anthropologue Kaplan, Leslie Kaplan, Johanna Kaplan, comme étant une société de type anarchique. Dans son livre, elle explique qu'en gros, elle n'a jamais vu une société aussi pacifiée au niveau de leurs mœurs. C'est-à-dire, les gens sont affables, ils ne s'agressent que rarement, ils prennent les décisions de manière collégiale, collective, il y a très peu d'inégalités, y compris entre les hommes et les femmes, ce qui est assez rare quand même, parce que même dans les sociétés indigènes, il y a souvent des inégalités entre hommes et femmes. Et donc c'est une des sociétés probablement des plus égalitaires connues. Et pourtant, dans leur fantasmagorie, c'est-à-dire dans leur cosmologie propre, un des dieux les plus importants, c'est un bouffon tyrannique, diabolique, cannibale, grotesque et fou, avec un rire rauque, et qui pousse des petits cris d'indignation en piétinant quand il est déjoué. Autrement dit, dans les histoires que se raconte un des dieux qui a participé à la création de leur propre monde, de leur propre cosmos, c'est pas un dieu bon, généreux, c'est un espèce de dieu originel, tapir, anaconda, hermaphrodite, vivant sous terre, extrêmement violent, extrêmement capricieux, extrêmement tyrannique, extrêmement autoritaire. Bref, ce dieu, qui est pourtant le centre de la cosmologie, c'est-à-dire il fait partie de ceux qui produisent actuellement leur cosmologie, c'est pas un dieu chrétien bon, gentil, paternel, tout ce que tu veux, c'est un connard, c'est un tyran, qui fonctionne pour eux comme une sorte d'archétype de ce qu'on ne veut pas, un archétype conjuratoire.
Il représente la méchanceté dans son côté absurde et ridicule. C'est l'archétype du mal et des comportements odieux et méchants liés à un abus de connaissance. Paranoïa, orgueil, arrogance extrême, désir d'assassiner. Bon, bref. Autrement dit, on se retrouve dans une société des Pierrois qui sont, d'un côté, au niveau de la pratique sociale collective, pacifique, voilà, consensuelle, mais du côté de leur cosmogonie, de leur vision du monde, ce qui se joue en gros dans l'inconscient collectif et dans l'imaginaire collectif, ce sont des violentes guerres brutales autour de personnages effrayants. Pour les Pierrois, le monde il est structuré de deux manières. Il est structuré selon une dualité. Il y a le monde des sens et le monde de la pensée. Le monde des sens, c'est le monde de la pulsion sauvage, brutale, violent, tandis que le monde de la pensée, c'est le monde socialisé, régulé, où se développe massivement le sens de l'humour. Le sens de l'humour, pourquoi ? Parce que le sens de l'humour, c'est ce qui permet souvent de critiquer les abus de pouvoir, de critiquer les empiètements, en se moquant du chef, en se moquant de quelqu'un qui veut dominer, quoi, en rigolant en gros de celui qui veut s'asseoir sur les autres. On défait la légitimation qu'il pourrait obtenir de sa propre agression. Parce que la violence légitime la pratique. Or, quand on se moque de quelqu'un de violent, alors il se délégitime lentement et il n'arrive pas à faire consensus dans cette société. Voilà. Donc l'humour sert principalement... quand on est raffiné, quand on n'est pas seulement dans le monde des sens brutal, violent et sauvage, mais qu'on s'est socialisé, et on a développé généralement le summum, c'est le sens de l'humour, pour les Pierrots. Alors, ce que nous dit Graeber, c'est aussi, c'est en fait tout ce que je vous ai dit. Dans une société où le meurtre n'existe pas, ce qu'il y a et ce qui se joue dans l'imagination, c'est un cosmos de guerres invisibles sans fin, dans lequel des magiciens s'occupent de repousser les attaques de dieux déments et voraces, et où toute mort est causée par un meurtre spirituel et doit être vengée par le massacre magique de communautés entières, distantes et inconnues. Donc imaginez-vous qu'on vit au niveau pratique de manière très pacifique, alors si on décrit ça va, mais dès que quelqu'un meurt, on s'imagine que la personne est morte parce qu'elle a été attaquée par un sorcier et qu'il faut donc se venger contre cette communauté de sorciers imaginaires, et donc il faut faire un tas de rites, un tas de choses. Il y a un autre exemple, c'est les Hopis. Les Hopis sont très marrants. En fait, c'est une anecdote de Lévi-Strauss qui raconte que, j'ai oublié le nom du premier peuple, mais dans un des premiers peuples, on est plutôt, on coupe le nez des femmes lorsqu'elles nous trompent. C'est une violence physique immédiate. Et l'anthropologue qui est allé voir ce peuple, dont j'ai oublié le nom, désolé, cet anthropologue était pas choqué par ça, il comprenait ça. Il venait de sa société un peu misogyne. Il comprenait qu'on puisse couper le nez de sa femme parce qu'elle avait trompé son homme, c'était individuel, bien délimité. Il arrivait à comprendre ça. Mais quand il allait chez les Hopis, il n'arrivait pas à comprendre que si une femme était suspectée de tromper son homme, l'homme aille invoquer les forces cosmiques les plus terribles pour déclencher la violence des dieux et des saisons et des climats, pour détruire toute sa société. C'est-à-dire, chez les Hopis, si une femme vous trompe, vous n'allez pas couper son nez, personnellement, individuellement. Vous allez invoquer des forces encore plus violentes que toutes celles qui doivent vouer la destruction totale de toute la communauté entière. Mais, si on regarde dans le détail, d'un côté, il y a des gens qui coupent et qui font une violence physique réelle contre le corps de la femme, dans un rapport inégalitaire de fait, on coupe le nez. Et dans la société Hopi, même si la violence est inouïe, puisqu'il a été trompé et il ne veut pas seulement du mal à sa femme, mais il veut du mal à tout le monde et il veut que tout s'effondre, eh bien, dans la société Hopi, cette explosion imaginaire de violence est la condition qui permet d'être en fait égalitaire dans les pratiques. Comme si, en fait, c'était une espèce de... Bon, on peut faire des hypothèses psychanalytiques comme on veut, voilà, jouer avec le refoulement, etc. Mais ce n'est pas tellement la question là. C'est plus de montrer que ce n'est pas si simple, les intrications entre la pratique et l'imaginaire, et qu'un imaginaire de violence peut très bien s'accompagner, et en fait généralement s'accompagne dans les sociétés égalitaires, de pratiques pacifiques. Un deuxième exemple, ce sont les Tifs de la rivière Benue au centre du Nigeria, donc on a changé de continent, on est en Afrique.
Celui-là, il est un peu plus délicat. Lorsqu'on veut parler de société égalitaire, elle est égalitaire au sens où il n'y a pas d'institution de pouvoir dominée par un clan, une classe ou une classe. Elle n'est pas dominée non plus par un monarque, il n'y a pas de chef, pas de roi. En revanche, c'est une société gérontocrate, c'est-à-dire c'est les vieux hommes qui gouvernent ensemble et les femmes sont l'objet d'échanges entre les vieux et les jeunes. Et donc, du coup, ce n'est pas une société aussi égalitaire que celle des Pierre-Roy dont je vous ai parlé, mais c'est quand même une société où il n'y a pas de monarque, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de police, et où, s'il y a bien une violence qui a relativisé dans les rapports de genre entre les hommes et les femmes, il n'y a pas il n'y a pas d'État, quoi. Il n'y a pas de structure coercitive. Je veux dire, ça se passe quand même par la discussion. Eh bien, eux, c'est encore plus étonnant. Pour eux, pour les Tives, il y a des espèces de villages secrets, de sorciers qui hantent leur village, mais qui sont des villages invisibles. Et lorsque quelqu'un a envie de prendre l'ascendant sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'enrichit vite, quelqu'un qui gagne en autorité, en prestige, et surtout en richesse matérielle, eh bien, il est tout de suite immédiatement lu, déchiffré, compris à travers, d'un point de vue symbolique, comme un potentiel sorcier qui pompe et boit la substance vitale des autres hommes. Et donc, du coup, on fait toujours en sorte d'empêcher les sorciers de dominer cette société. Tout ce qui commençait le moindrement à ressembler à une institution politique était considéré intrinsèquement comme suspect, ou plus précisément, était vu comme étant entouré d'une aura d'horreur occulte. L'horreur occulte qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'il y a une organisation, un peu comme s'ils étaient tous conspirationnistes, quoi. Ils pensaient que tout était géré par une espèce de groupe de sorciers monstrueux et effrayants. Cette aura occulte, elle vient du fait que les sorciers sont vus comme un gouvernement invisible du pays. Le pouvoir est donc toujours l'institutionnalisation de ces groupes de sorciers, donc en gros du mal. Et à chaque génération, il y a des espèces de mouvements réguliers dans cette société de chasse aux sorcières. Donc de chasse, en gros, à la formation des inégalités sociales, à la formation d'un groupe qui dominerait sur un autre groupe. Et c'est cette forme d'imagination de la violence politique collective qui pousse à ces révolutions régulières de l'ordre social pour éviter les inégalités. J'ai mis un petit exemple joli que font les Tives, c'est le Quagmire, c'est un théâtre de marionnettes qui représente effectivement ce dont je vous parle, cette domination du monde par des forces qui dévorent les hommes, qui sucent leur substance et qui veulent les dominer en permanence et qui déchaînent des guerres invisibles en permanence. Et bien, le théâtre met en œuvre cette mise en scène de l'imaginaire. Là, vous voyez, par exemple, c'est Imborjov, le terrible justicier. Vous constatez qu'il a un petit enfant ensanglanté sur la tête, dont il tire le sang et le cerveau à travers une espèce de fil. C'est un espèce de serpent qui le dévore. Là, vous voyez une femme dévorée par un serpent directement, couvert de sang. Vous voyez, c'est vraiment des représentations extrêmement violentes. C'est pas des beaux petits paysages, c'est pas des gentils... c'est pas des gentilles choses. C'est des choses très violentes. Et ces choses violentes, eh bien, elles servent à représenter, mettre en scène la chasse, les chasses surnaturelles, l'existence de ces sorciers, qui fonctionnent dans le rapport symbolique entre les individus. Et pourtant, ça ne fait pas une société violente, ça en fait une société pacifiée. Et je vous donne... il y a plein de marionnettes, de formes, c'est vraiment incroyable. Les Quagmire. Regardez, ça, c'est ce gros bonhomme avec sa tête gigantesque qui est surmonté par un espèce d'homme-oiseau. Là, il y a une espèce de créature aux grandes dents qui danse et qui s'agite. Parmi les personnages, il y a quoi ? Il y a un homme atteint de l'éléphantiasis, donc un énorme scrotum, et qui danse en faisant bouger son énorme scrotum, qui sont censés représenter un peuple plus loin, qu'on ridiculise, parce qu'ils veulent essayer de conquérir leur terrain. Voilà, tu as le babouin devin, le lutteur, le paradis terrestre. Bref, en fait, le théâtre met en scène les structures imaginaires qui sont entre la croyance et l'esthétique et l'art, et qui servent pas seulement à faire de l'art,
mais aussi à créer des sociétés égalitaires. Là, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'avais mis une petite vidéo parce que c'est quand même chouette. Bah. Ah mince. Ça ne marche plus trop quand j'appuie sur... Mets la prochaine slide. Ah d'accord. Essaye de mettre la suivante. C'est la suivante. Cool. Clique dessus, voilà. Ah oui, c'est bon. Cool. Voilà. Ah, il n'y a pas de son. Bon, tant pis. Bon, je montre juste ça pour se faire une idée, parce que ce que je vous dis a l'air très théorique, comme ça. Mais en fait, ce que dit Graeber à partir de... Il ne le dit pas à partir... Il ne fait pas des hypothèses. Merci. Donc ça, c'est un quag... Ça c'est un quagmire. On fait des offrandes, on donne de l'argent. On représente ces conflits entre les sorciers, les forces naturelles, les anacondas, etc. Je vais mettre juste un petit peu... Je vais faire juste un petit moment. Voilà, ces créatures sorciers, moqueurs, qu'on ridiculise, qui nous rappellent qu'on ne veut pas être dominé par des formes de violence, par des formes de... Je trouve pas le petit extrait. Ah, ça doit être l'autre vidéo. Bon, voilà, je vous ai présenté l'étive pendant un quagmire, c'est-à-dire une mise en scène théâtrale de marionnettes incarnées qui représentent les sociétés de sorciers invisibles qui hantent leur peuple en permanence, auxquels ils croient à moitié, auxquels ils croient vraiment, qui permet d'expliquer plein de problèmes, si quelqu'un meurt, si quelqu'un a une maladie, c'est les sorciers, etc. Donc là, on a pu voir... Ah non, ça je... Du coup, maintenant, je fais ici. Voilà. On a pu voir, en gros, deux exemples, les Pierre Roa, les Tive, qui donnent à voir cette théorie de contre-pouvoir de l'imaginaire. L'idée selon laquelle, dans une société pacifiée, consensuelle, égalitaire, en pratique, il se trouve que l'imaginaire peut servir de creuset de conjuration des inégalités, de la violence, des agressions, etc. Mais, paradoxalement, non pas parce qu'elle représente des belles choses pacifiées et gentilles, mais parce qu'elle permet d'exprimer les contradictions de la nature humaine, c'est-à-dire les tensions fantasmatiques de violence, etc. Graeber, il a ce concept général, cette idée générale, il appelle ça en gros, voilà, une espèce de zone spectrale du rapport social, une spectralité du rapport social. Et cette spectralité, elle permet à la fois de moraliser et de réguler en montrant les contre-exemples, en organisant les gens contre ces exemples de domination, d'exploitation, d'inégalité, de chefs, etc. Et en même temps, l'imagination chez Graeber ne s'arrête pas là. Là, je vous ai parlé du rapport régulateur de l'imagination tel que il empêche l'avènement de sociétés inégalitaires, etc. Mais le concept d'imagination chez Graeber, il est plus compliqué. J'ai vraiment du mal à gérer ce truc. Ah voilà. Ah ouais? Ah, trop bien. Et là, on va entrer dans un troisième moment, qui est plus vraiment théorique, mais qui est assez intéressant. Et là, on va pouvoir discuter parce que c'est pas sûr qu'on soit trop d'accord avec ce qu'il raconte.
En gros, vous savez, les anthropologues, ceux qui étudient les hommes en tant que c'est des hommes, l'humanité en général, généralement, en gros, ils étudient, on a le sentiment que ce qu'ils étudient, c'est la nature humaine. Alors, la question qui se pose, c'est quoi la nature humaine? Or, cette question, en fait, elle est un peu datée. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus trop cette question de c'est quoi la nature humaine en général, comme s'il y avait une essence, comme s'il y a genre un modèle de l'homme absolu, un archétype de l'homme en général. Au contraire, quand on fait de l'anthropologie, de l'ethnographie, etc., en comparant, on gagne autant de différences que de communautés. C'est-à-dire on voit autant de spécificités, de différences, que de choses qui pourraient nous relier de manière commune. Bref, on a tendance quand on fait de l'anthropologie, paradoxalement, on a tendance à vouloir éviter quand même d'affirmer une nature humaine. Justement parce que le but, c'est de rendre exotique notre point de vue sur la nature humaine. Et Graeber, lui, il a quand même une idée de la nature humaine. Mais il la propose, vous allez voir, de manière un peu stratégique. Il va dire, on peut dire que l'homme a une essence, qu'il y a l'essence de l'être humain, mais c'est un peu une blague ou une ruse, parce que l'essence de l'être humain, pour lui, c'est la capacité à imaginer que nous avons une essence. En gros, la nature humaine, c'est rien d'autre que la possibilité d'imaginer collectivement notre nature humaine. Donc, une fois qu'on a dit ça, à la fois on donne un critère de ce que ça peut être, ce qui est partagé entre tous les hommes, tous les êtres humains, c'est que nous pouvons collectivement délibérer des conditions dans lesquelles nous vivons et imaginer des nouvelles manières de vivre, des nouvelles utopies, des nouveaux possibles. Ça, nous le pouvons. Ça, c'est la nature humaine. Mais du coup, cela signifie que cette nature humaine n'est pas close, qu'elle n'est pas réglée a priori. Donc, c'est sa manière de trouver une espèce de compromis à la question de c'est quoi la nature humaine. La nature humaine, c'est de pouvoir déterminer sa nature. Voilà. Et cela en passe par la capacité à imaginer. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Mais bon, du coup, on va se dire, du coup, il n'y a pas de réalité, quoi. Genre, si on se crée notre propre nature, on crée le monde autour de nous dans lequel on vit. Enfin, à la fin, il n'y a pas de quelque chose de tangible qu'on peut connaître, fixe, permanent, puisqu'on n'est qu'en train de discuter sur une espèce de flou, de magma d'imaginaire. En fait, pas tant que ça. Pour Graeber, l'imaginaire, elle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un réalisme critique. Qu'est-ce que ça veut dire, réalisme critique? Ça veut juste dire qu'on croit qu'il y a bien de la réalité sous l'imagination, nos fantasmes, notre vision du monde, nos cosmologies, nos manières d'apprendre les choses. Il y a bien une réalité. Seulement, cette réalité, elle ne sert pas tellement à être décrite de part en part, étudiée par la science, mais elle sert à critiquer tous nos modèles. C'est-à-dire critiquer l'hégémonie d'un modèle imaginaire sur un autre. Parce que, en gros, c'est l'idée selon laquelle, certes, nous pouvons imaginer constamment, collectivement notre propre nature, nous vivons dans des cosmologies, c'est-à-dire nous voyons les choses à travers nos mythes, nos légendes, nos croyances, donc nous n'avons pas d'accès immédiat au réel. Et en même temps, il faut savoir que la manière qu'on a de voir le réel, qui est une représentation du réel, si on veut, cette manière, elle est limitée. Ce n'est qu'un modèle particulier parmi d'autres. Que, du coup, le réel, pour Graeber, est en quelque sorte la limite de l'imagination, de chacune de nos imaginations. Si on devait tirer assez loin cette idée, pour lui, en fait, le réel, il se trouve dans le fait que des imaginaires différents peuvent coexister les uns avec les autres en évitant des frictions trop violentes. C'est en gros faire coexister des mondes différents. Le fait que ce qu'il appelle réel, et son réalisme critique, est une manière de dire le réel existe, mais on ne sait pas ce que c'est, mais le fait de ne pas savoir, c'est justement ce qui nous permet d'éviter de croire qu'on sait ce que c'est. Et si on croit qu'on sait ce que c'est, on oublie qu'en fait on imagine le réel, et on croit qu'on fait de la science pure et dure, par exemple, qu'on a la vérité. Et ça, pour Graeber, c'est très dangereux, parce que c'est bloquer la possibilité d'imaginer constamment, collectivement, nos propres conditions, qu'est-ce qu'on est, comment on vit. Ok. Alors, ce qui est un peu drôle avec Graeber, c'est que, bon, comme vous l'entendez depuis le début, il n'a pas des concepts très sophistiqués, très spéculatifs. Voilà, c'est pas si incompréhensible ce qu'il raconte, quoi. Ça va.
eh ben, il aime bien comme ça penser de manière à l'arrache, quoi, très vite. Mais c'est assez rigoureux quand même. Et c'est tellement rigoureux qu'il va faire une distinction. Je vous propose de ne pas forcément adhérer pleinement à son partage politique, mais il va faire une distinction entre ce qu'il appelle les ontologies de gauche et les ontologies de droite. Donc évidemment gauche-droite au sens politique. On n'est pas obligé de mettre gauche et droite. Ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il entend par là. Mais vous pourrez dire, ah bah il y a des gens à gauche qui sont de droite en fait, et des gens de droite qui sont à gauche du coup. Mais ça c'est un débat, un faux débat, parce que le but c'est juste de comprendre qu'est-ce qui distingue avec cette chose. Bon déjà c'est quoi ontologie? On va le prendre au sens extrêmement simple, et on ne va pas entrer dans la complexité. Ontologie c'est simplement une manière de voir le monde. Hein. On va le penser comme ça. On ne va pas le penser comme dans son sens philosophique profond, on va le penser comme une manière de voir le monde. Donc il y a des manières de concevoir le monde, comment il est constitué, de quoi il est fait, qu'est-ce qui le régit, quelles sont les forces et les lois qui le sous-tendent, de droite, et il y aurait une manière de considérer le monde, comment il est fait, comment il est constitué, sur quoi il est régi, etc., qui serait de gauche, pour David Graeber. Encore une fois, je vous dis, n'insistons pas trop longtemps sur gauche-droite, mais plutôt essayons de comprendre ce qu'il essaye de fixer. Alors, la première ontologie, évidemment, celle de droite, puisque Graeber est un anarchiste de gauche, l'ontologie politique de droite correspond à une ontologie de la violence. On va voir ce que ça veut dire, parce que ça a l'air très caricatural, puisque opposé à l'ontologie politique de la violence, il y a l'ontologie politique de l'imagination. Bon, très bien. Donc il distingue deux camps comme ça, gauche-droite, vision du monde qui considère que le monde est structuré sur la base de la question de la violence, et vision du monde qui considère que le monde est structuré sur la base de l'imagination. Je vous lis le petit texte dans un extrait de Revolution on Rivers. Les perspectives politiques de droite et de gauche sont fondées par-dessus tout sur des suppositions différentes quant à la réalité ultime du pouvoir. C'est quoi la réalité ultime du pouvoir? C'est-à-dire, c'est quoi ce qui fonde le pouvoir en dernière instance? Est-ce que c'est la brutalité d'une violence physique exercée contre un corps, ou est-ce que c'est une certaine manière d'imaginer? Vous allez voir ce qu'il entend par là. La droite est enracinée dans une ontologie politique de la violence, où être réaliste signifie prendre en compte les forces de destruction. Et ce n'est pas tout à fait faux. Hein. Souvent, l'argument de base de la droite, c'est souvent de dire on ne peut pas faire autrement parce que sinon on va se faire la compétition entre les pays au niveau économique est telle qu'on va se faire détruire. Il y a la guerre, il y a la violence sociale, il y a l'insécurité, il y a des choses. Ce n'est pas tout à fait faux de dire qu'on considère d'abord comme argument politique, lorsqu'on a une ontologie de la violence, les questions de type rapport de force. On considère que c'est ça qui structure l'espace politique et c'est ça qui est intéressant, pertinent à regarder en premier. En réponse, la gauche a constamment proposé des variations autour d'une ontologie de l'imagination, nous dit Graeber, dans laquelle les forces qui sont vues comme les réalités ultimes qui ont besoin d'être prises en compte sont celles qui amènent des choses à être, force productive, créativité. Donc, vous voyez, il fait une distinction qui a l'air, en somme toute, assez caricaturale, puisque c'est une distinction entre, l'idée que d'un côté, quand on regarde le monde, on le regarde comme structuré par la violence et les rapports de force, de l'autre, quand on regarde le monde, on le regarde et on le voit structuré par l'imagination. C'est-à-dire, d'un côté, on le voit comme structuré par des forces de destruction, et qu'il est constamment en train d'être détruit et qu'il faut résister à la destruction, tandis que l'autre partie considère qu'il faut faire attention plutôt à ce qui croit, ce qui se déploie, ce qui se développe, ce qui est en croissance, des organismes, des plantes, l'art, les enfants quand ils grandissent, etc. Du coup, en apparence, ça a l'air caricatural, mais on va voir progressivement que c'est assez essentiel et que c'est finalement un bon moyen pour voir où on se place quand on regarde les choses, de quel point de vue, en fait, en quoi on croit. Est-ce qu'on croit en fait, en fin de compte, au fond, que, au fond, notre monde, c'est la force? Voilà. Ou est-ce qu'on croit que n'importe quoi, la force est généralement incidentelle, accidentelle, que entre des rapports de force, des rapports de destruction, le monde n'existe pas et n'a aucun sens, la société collective n'a aucune signification, si elle n'est pas fondée sur des phénomènes de croissance collective, de discussion, des créations. Bon, on va voir ça maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, si vous regardez dans le langage utilisé par le pouvoir d'État, par exemple, concernant des manifestations, vous allez voir qu'il y a souvent ce déplacement entre la notion de violence et la notion de force. C'est-à-dire que vous allez considérer... lorsque, par exemple, il y a une manifestation et qu'elle est réprimée ou qu'elle est contrôlée par une police, la police ne fait jamais usage de violence du point de vue de l'État. Elle fait usage de la force. Et il y a plusieurs degrés de langage, de vocabulaire qui permettent de parler de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot force, c'est quoi? Le mot force, c'est un mot de la physique classique. C'est un mot qui sert à désigner ce qui rend possible les mouvements dans la mécanique rationnelle newtonienne. Pourquoi le mot qui n'est pas utilisé, pourquoi le mot violence n'est pas utilisé? Parce que le mot violence, lui, il est immédiatement connoté politiquement. Tandis que le mot force, il laisse entendre qu'on aurait affaire à des phénomènes qui sont en fait spontanés, cosmiques, naturels. Ça ne veut pas dire qu'on y croit, mais ça veut dire que l'usage de la force est forcément légitime parce qu'il compose ce qui est réel, le réel. Tandis que l'usage de la violence est toujours illégitime puisqu'il vient détruire des choses qui sont réelles. Le mot violence, en grec, par Aristote, il est défini comme étant contre nature, un mouvement qui est fait contre la nature, qui interrompt le processus de création et de croissance naturelle. Donc, bon, comme je vais vite, on ne peut pas analyser ces objets-là, mais en gros, dans la vision de l'ontologie de la violence, l'idée, en dernière instance, c'est que le monde est structuré par une force et que cette force est de l'ordre de la nature, quoi. Genre, c'est la nature. La force et le réel sont une seule et même chose. Tandis que dans l'autre point de vue, le point de vue de l'imagination, le concept d'imagination, là, pour Graeber, sert à désigner non plus ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'espèce de groupement de guerre invisible imaginaire. Il sert à désigner la capacité qu'on a, parce qu'on imagine, à se représenter ce qui se passe dans la tête des autres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans la tienne? Cette capacité à imaginer ce à quoi pensent les autres, comment ils croient et quelles sont leurs raisons, en gros, capacité empathique ou d'identification imaginative ou affective, cette capacité-là, c'est ça qu'il appelle imagination à ce moment-là. Ce qui veut dire, c'est que ce qui est, dans cet autre point de vue, ce qui est réel, ce n'est pas la force. Ce qui est réel, c'est le fait qu'il y a de l'autre et qu'il a des raisons de faire ce qu'il fait et qu'il a des manières de vous dire des choses. Cette hypothèse ou théorie, elle s'accompagne d'une idée assez intéressante qui est, on remarque que dans les sociétés inégalitaires, plus les rapports entre les êtres sont inégalitaires, moins les gens ont besoin d'imaginer ce que pensent les autres. Par exemple, je vous donne d'abord un exemple. Les Gilets jaunes, par exemple, je ne sais pas qui c'était, on s'en foutait. En fait, on s'est mis à s'intéresser à eux et à penser à croire. Quand ils ont commencé à rétablir le rapport de force par leur mouvement insurrectionnel. Mais un exemple plus clair et plus simple à entendre, c'est celui du rapport entre les hommes et les femmes. Dans beaucoup de séries américaines, à la télévision, un peu partout, souvent on entend de la part d'hommes l'idée que la femme, c'est un mystère. Ah, ce grand mystère féminin. La femme est toujours incompréhensible, peu rationnelle. En fait, on ne comprend pas ce qu'elle veut. Ça, on l'entend, on le voit, c'est un cliché qui est omniprésent. En revanche, si on regarde du point de vue des femmes, les femmes savent très très bien les attentes de leur mari. Ils savent très bien à quelle heure il rentre, ce qu'il fait, ce dont il a besoin. Tandis que l'homme, lui, pour lui, sa femme, c'est un grand mystère, c'est la blague, mais en réalité, dans la pratique, il sait très peu ce qu'elle aime, il sait très peu ce qu'elle a envie de faire, il sait très peu ce qu'elle a fait de la journée, il pose très peu de questions. Et pour David Graeber, ça, c'est le signe du rapport d'asymétrie, le rapport inégalitaire. Pourquoi ? Parce que quand on a la force pour soi, on n'a pas besoin, et que la symétrie est forte, c'est-à-dire qu'on domine vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans sa tête, parce que la personne ne nous menace pas. Dès que le rapport de force commence à s'équilibrer, là on commence à essayer de comprendre ce que veut dire l'autre. Là on se demande « Ah bon, tu penses ça ?» Mais tant que le rapport de force est vraiment inégal, très fortement inégal, alors, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'ontologie de la force, qu'on regarde tout du point de vue de la force,
On n'a pas besoin de s'imaginer que l'autre a une intériorité et il pense des choses. On n'a pas besoin de connaître l'autre, il suffit de le dominer. Plus le rapport de force se rééquilibre, et plus les adversaires ont besoin de connaître l'autre. C'est classique, y compris dans la guerre. Sun Tzu, il dit, on n'attaque pas l'autre comme ça, on attaque sa stratégie. C'est-à-dire il faut comprendre l'autre, comprendre ce qui se passe dans sa tête. Même pour la guerre entre égaux. Mais dans une guerre complètement asymétrique, où on se sent puissant et installé dans son rapport de domination et d'asymétrie, alors dans ce cas-là, on s'en fout de l'autre. Eh bien, l'exemple des rapports de genre, c'est-à-dire rapports hommes et femmes, il est assez parlant, je trouve. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison pour lesquelles un homme devrait considérer que les femmes sont si mystérieuses, incompréhensibles. Parce que quand on ne comprend pas quelqu'un, on lui demande qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et si on n'en a pas besoin, c'est qu'on est dans un rapport où l'autre personne, la femme, n'a pas à intervenir dans le processus collectif de délibération de comment on vit. On s'en fout de ce qu'elle pense, puisque à partir d'un certain moment, la domination est tellement intériorisée et établie qu'on n'a pas besoin de pénétrer, en gros, l'imagination, comprendre ce que vous pourrez apporter un autre. Donc, bon, je suis allé vite et je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas le temps, effectivement, de continuer. Mais en gros, pour retenir, qu'est-ce qui est réel, cet enjeu, cette opposition entre qu'est-ce qui est réel, si on considère que ce qui est réel, c'est la force, c'est-à-dire on considère qu'on est dans un monde où, là où il y a de la force, les choses valent. Il faut suivre le coup de bâton du CRS, par exemple. Bon, voilà, vous êtes tapé, il n'a pas besoin de savoir qui vous êtes pour vous taper. Quelqu'un qui a la force n'a rarement besoin de savoir qui vous êtes pour vous agresser. En revanche, dans le monde, dans la vision du monde de l'imagination, c'est-à-dire de l'empathie, de la capacité à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, ce qui est réel, c'est la possibilité qu'ont les autres d'amener quelque chose dans le consensus, dans l'élaboration collective, c'est-à-dire de faire croître le groupe commun. Donc il y a vraiment un clash en termes de qu'est-ce qui est réel. L'intimidation par la force, qui permet de créer des asymétries, des inégalités, ou la capacité à s'identifier ou à imaginer ce que pense l'autre, pourquoi il le pense et ses raisons, et à les recevoir dans le processus consensuel de délibération collective. Donc, si on veut discuter, je pense que ce sera de ce genre de cette distinction. Aussi, l'idée que ce serait de gauche et de droite, ça c'est un peu fumeux. Et puis aussi, c'est quand même assez mystérieux, cette idée de contre-pouvoir liée à une violence imaginaire instituée en permanence. Donc si on a envie de discuter, c'est plutôt ce genre de thème-là. Merci Clément. Tu peux...